infrastructure, voire la combler. Nous allons donc essayer de dresser un bilan. Nous avons beaucoup de chance puisque nous avons parmi nous des représentants de différents pays dont les expériences et dont les attentes seront largement différentes. Je les invite à venir sur scène s'ils le peuvent. Il y a M. Samuelson qui est le ministre du Danemark pour les Affaires étrangères. Il y a M. Arun Jaitley qui est ministre des Finances en Inde. Magdalena Andersson, qui est ministre des Finances, Suède. Henrique Meirelles, ministre des Finances du Brésil. Et puis Stephen Chobot, qui est le ministre des Échanges, du Tourisme et des Investissements de l'Australie. Merci de bien vouloir me rejoindre sur scène. Parfait, j'espère que vous m'entendez. Alors, merci. Voici ce que j'aimerais faire. Je voudrais que ce soit une conversation, un échange dans la mesure du possible. Et puis, il y aura d'autres personnes qui nous rejoindront sur scène en fin de forum pour nous présenter leurs réflexions. Je vais poser des questions et on entendra le point de vue des différents intervenants. Et puis ensuite, on pourra avoir un échange plus libre et interactif tout à l'heure. Monsieur Samuelson, j'aimerais commencer avec vous. Nous avons entendu un certain nombre des mesures prises par le Danemark. J'aimerais vous poser la question suivante, peut-être de manière provocatrice. Quelle est l'importance de notre retard? Il faut se réveiller. Que faire? Je crois que dans un pays comme le Danemark, si l'on regarde les sondages, on se rend compte que 65 ou 70% des Danois considèrent que la mondialisation est un plus, une chance. Et donc, globalement, ils ont un avis positif. Pourquoi? Eh bien, le Danemark est un petit pays et depuis toujours, nous échangeons avec le reste du monde et nous savons que si nous sommes riches, désormais, c'est parce que nous avons pu négocier, échanger avec d'autres pays. Ça, c'est un élément de réponse. Et puis, ce qui est important également, c'est que parfois, nous avons tendance à poser les bonnes questions, mais à y apporter les mauvaises réponses. Je m'explique. Lorsque nous avons des gens qui sont contre la mondialisation ou qui veulent susciter des peurs face à la mondialisation, quand ils répondent aux questions, eh bien, ils présentent des réponses qui sont mauvaises, mais qui sont simples et faciles à comprendre. Alors j'aimerais répondre à leurs réponses plutôt que de répondre aux questions classiques, à savoir comment jeter des ponts, comment garantir la sécurité de la population, comment être plus serein par rapport à un avenir, par rapport au fait que les gens ont peur de ne pas avoir d'avenir, etc. Alors avant de faire de la politique, je travaille dans un autre domaine et ce qu'on essayait de faire, c'est de placer les gens, de les aider à trouver un emploi, parce qu'on avait un chômage qui était relativement élevé. Alors avec les nouvelles technologies, eh bien, on a vu arriver bien de nouvelles opportunités. Il y avait, vous vous rappelez du Nokia 3210, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelait à l'époque, on a pu commencer à envoyer des SMS, c'était nouveau. À l'époque, les gens n'avaient pas un niveau, enfin, les gens concernés n'avaient pas un niveau d'éducation très élevé, mais peu importe. En tout cas, maintenant, on a un iPhone et les gens peuvent se parler les uns aux autres. Et ça n'est qu'un exemple. Et pour finir cette anecdote, je dirais que ces nouvelles technologies nous permettront peut-être, dans une dizaine d'années, de lutter contre la surdité. Peut-être qu'il n'y aura plus de sourds et on pourra avoir des implants qui permettront de répondre à cette difficulté. Donc c'est ça que nous permettent de faire les nouvelles technologies. Ça permet à des gens qui avant étaient dans une situation de handicap de sortir de cette situation de handicap. Et donc
ce que je voulais tout simplement dire, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y a de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités, et que les gens peuvent rebondir, que ce soit en termes d'emploi, mais les gens peuvent voyager davantage, découvrir le monde, etc. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Nous reviendrons à votre conseil de la rupture danois et nous reparlerons des questions des échanges et du protectionnisme, puisque bien sûr, c'est un élément important de la politique au Danemark et en Suède. Monsieur le ministre Jaitley, compte tenu de la montée du protectionnisme des nationalistes, de cette vision de l'Amérique d'abord, est-ce que vous considérez que le processus de mondialisation est actuellement menacé? Est-ce que secouer tout cela, c'est suffisant ou est-ce qu'il faut vraiment repartir sur de nouvelles bases? Je pense que c'est une question dont le monde ne peut pas faire l'économie, parce qu'une des économies les plus puissantes dans le monde, lorsqu'elle se lance dans une voie de repli sur soi, on ne peut pas l'ignorer. Mais je pense que tous les pays qui ont bénéficié de l'ordre économique constitué par la mondialisation va avoir du mal à voir réussir le débat protectionniste. Parce qu'il faudra bien, à un moment ou à un autre, mettre en conformité les politiques nationales avec le contexte économique mondial. Ça, c'est une réalité incontournable. Mais si on s'attend à ce que les entreprises fassent appel à des sous-traitants plus coûteux, si vous voulez que vos propres entreprises achètent des produits qui ne sont pas concurrentiels sur le marché mondial, alors ce n'est même pas dans l'intérêt de vos propres entreprises que de proposer ce discours alternatif. Et on va bien finir par ouvrir les yeux. Et je pense que le discours actuel va s'effondrer. C'est une question, je pense, qui fait débat aux États-Unis et dans d'autres pays. Mais quels que soient les débats, la dure réalité de l'économie finira par apporter une réponse. Alors, comme je veux une discussion, c'est un petit peu difficile si on n'a qu'un seul micro qui fonctionne. Donc, pour vous, il faut être optimiste, il faut attendre, et vous pensez que le protectionnisme finira par disparaître. Alors, si je suis optimiste, c'est parce que je me fonde sur ma propre expérience. Je vais prendre quelques minutes pour vous raconter ce dont il s'agit. Notre propre expérience en Inde. Jusqu'en 1991, nous étions un pays très fortement réglementé et très protectionniste. Nous avions une croissance moyenne de 2 à 3%. Avec une grande partie de la population qui souffrait de pauvreté. En 1991, nous avons lancé la première vague de réformes, de libéralisation, et ensuite, nous nous sommes progressivement intégrés dans l'économie mondiale. Et je pense que ces 25-26 dernières années, on a pu voir les fruits portés par cette politique. Aujourd'hui, nous sommes encore un pays émergent, un pays en développement, et il n'y a pas le moindre chuchotement de protectionnisme, parce que tout le monde adhère aux fruits et aux bénéfices qu'a apporté ce nouveau contexte économique mondial. Madame Anderson, dans un pays comme la Suède, le commerce, c'est une activité quotidienne. Est-ce que vous pensez qu'il est temps de s'inquiéter? Est-ce que vous avez l'impression que le système est menacé ou est-ce que vous partagez les sentiments du ministre Jaitley? Alors oui, ça m'inquiète, mais je suis tout de même optimiste. Ce qu'on a vu ces 10 dernières années, c'est une réduction de la pauvreté extrême, une émergence des classes moyennes dans un grand nombre de pays, et tout cela, c'est grâce à la mondialisation et au libre-échange. Donc, je pense qu'on peut tout de même se permettre d'être optimiste. Mais dans le même temps, dans beaucoup de pays, notamment des pays de l'OCDE, une grande part de la
populations, des classes populaires, ont l'impression d'avoir fait du surplace pendant que d'autres s'envolaient. Et comment est-ce que ces personnes pourraient adhérer à la mondialisation s'ils ont l'impression d'en être les perdants? Je pense qu'on peut tout de même être optimiste parce qu'on en parle aujourd'hui à Washington, à la Banque mondiale. Nous avons parlé de la croissance inclusive. À Davos également, nous avons parlé de la croissance inclusive. Donc, il y a une réelle prise de conscience. On se rend compte, les personnes en haut de l'échelle de la distribution de revenus, les entrepreneurs eux-mêmes se rendent compte que si on ne partage pas mieux les fruits de la mondialisation, eux aussi vont se retrouver en difficulté. Après, tous les gens auxquels je parle disent « oui, la croissance inclusive, c'est très bien ». Mais tout le monde est d'accord sur le concept. Mais comment parvenir à concrétiser ce concept? Il faut une meilleure redistribution, il faut des meilleurs salaires. Et ça, c'est un petit peu plus difficile à accepter. Donc, je pense qu'il faut commencer à réfléchir concrètement à ces questions dès aujourd'hui. Oui, merci. Est-ce que vous pensez qu'une situation où la mondialisation se verrait amoindrie serait une bonne situation pour la Suède? Non. Non. Pour moi, être aux côtés d'autres ministres, ce n'est pas une menace. Pour moi, ce sont de nouvelles perspectives de marché. Monsieur Meireles, c'est un plaisir pour nous de vous avoir aujourd'hui. On entend ce paradoxe que Monsieur le Premier ministre Rasmussen a évoqué entre les fruits de la mondialisation et le rejet de la mondialisation. Quelle est la position du Brésil? Le Brésil a tout de même beaucoup bénéficié de la mondialisation. Oui, je pense que le Brésil peut et pourra à l'avenir tirer profit de la mondialisation, même si pour l'instant, le Brésil ne s'est pas pleinement inscrit dans la mondialisation, parce que pendant très longtemps, certaines mesures protectionnistes ont été adoptées au Brésil, des mesures similaires à celles qui sont actuellement en débat dans d'autres pays. Donc pendant une période, le Brésil avait une économie protégée. Et cette période n'était pas une période très favorable de notre histoire. Nous ne bénéficions pas à cette époque des technologies qui améliorent la productivité. Alors qu'aujourd'hui, le Brésil est une économie plus ouverte et nous souhaitons tirer vraiment profit de la mondialisation, bénéficie également d'une meilleure diffusion de la technologie, de l'échange d'informations, ce qui nous permettra d'améliorer notre productivité générale. Donc la voie que nous avons choisie, c'est celle de la mondialisation. Alors bien entendu, nous sommes pleinement conscients des risques potentiels portés par la mondialisation. Nous devons donc mettre l'accent sur l'éducation. C'est pourquoi une réforme est en débat, une réforme du système éducatif de notre pays, afin de mieux préparer nos citoyens à cette mondialisation, afin d'encourager un meilleur partage de la connaissance et d'améliorer les compétences et les qualifications de nos travailleurs. Oui, mais le calendrier est un petit peu défavorable. Le Brésil s'ouvre vers l'extérieur au même moment qu'il y a ce rejet protectionniste, nationaliste, qui prend de plus en plus de poids. Est-ce que ce n'est pas une source de frustration pour vous lorsque vous rencontrez d'autres ministres, lorsque vous participez au G20, lorsque les communiqués du G20 sont modifiés pour obtenir l'assentiment des États-Unis? Est-ce que pour vous, c'est une source de frustration? Alors, dans nos relations bilatérales, nous soulignons clairement le fait que pour les pays qui font face à des problèmes, qui se plaignent de ce qu'ils réclament être des échanges inéquitables, le Brésil n'est pas dans cette position-là. Ce n'est pas la faute du Brésil s'il y a des destructions d'emplois dans ces pays-là. Donc en bilatéral, on n'aborde pas ce type de sujet. Ce qu'on aborde en revanche, c'est la nécessité d'avancer vers des accords commerciaux, d'avoir plus d'ouverture bilatérale et multilatérale afin de renforcer la coopération et des meilleurs échanges.
Mais, comme je l'ai dit, nous n'avons pas profité de la mondialisation par le passé, alors que nous aurions pu le faire. Eh bien, nous avons aussi été à l'abri de ce type de problèmes qui n'apparaissent pas dans nos discussions bilatérales, comme elles apparaissent pour d'autres pays aujourd'hui. Merci. Monsieur Siobo, au discours d'ouverture, on nous a dit qu'une adaptation à la marge, c'est insuffisant. Ce qu'il faut, c'est une refonte totale du système. Est-ce que c'est surprenant, ce rejet de la mondialisation? Alors, je pense que dans toute démocratie, il y a une grande diversité de voix qui doivent se faire entendre. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on met l'accent davantage sur certains problèmes et certains résultats. Parlons de Brexit, par exemple. Pendant très longtemps, les journalistes ont dit que le Brexit était clairement une signification du refus des politiques favorables aux échanges. Et on disait que le Brexit incarnait un mouvement populiste contre le libre-échange. Mais Madame le Premier ministre May dit désormais que le Royaume-Uni veut être un exemple de libre-échange. Comment concilier ces deux positions? Je pense qu'il faut refuser les analystes simplistes et regarder de façon approfondie ce qui se passe. Regardons aux États-Unis. Il y a eu des commentaires qui ont été formulés à Hanoï il y a quelques semaines. Les États-Unis souhaitent poursuivre le libre-échange à condition que celui-ci soit équitable. La Chine, le président Xi l'a dit à plusieurs reprises, ça a été dit à Davos et au forum sur l'initiative Une ceinture, une route, le président Xi souhaite poursuivre la libéralisation des échanges. Donc, je ne suis pas surpris en même temps qu'on voit que certains rejettent la mondialisation parce que les fruits ont été mal distribués. Cela étant dit, je pense qu'on ne peut pas non plus dire qu'il y a un consensus majoritaire qui se façonne dans le monde pour dire que la mondialisation est mauvaise. Oui, vous avez parlé de la Première ministre May. Est-ce que vous ne seriez pas d'accord pour dire que ce qu'elle propose, c'est un retrait de la mondialisation, un retrait du libéralisme? Non, ce ne sont pas les discussions que nous avons eues avec le secrétaire Fox. Nous avons parlé des perspectives de renforcer nos relations commerciales et nos échanges. Alors c'est vrai que l'Australie a une très longue histoire de relations avec le Royaume-Uni et nous souhaitons tirer profit de cette relation, même si actuellement la concentration du Royaume-Uni est surtout attachée actuellement aux négociations sur le Brexit, ce qui est parfaitement compréhensible. Donc nous verrons où cela nous mène. Du point de vue de l'Australie, pendant des dizaines d'années, nous avions l'impression d'être en quelque sorte un grain de sable européen perdu en Asie, mais ce n'est plus notre position aujourd'hui. Aujourd'hui, nous forgeons des relations plus étroites avec nos pays asiatiques voisins. Nous souhaitons renforcer nos activités en matière d'investissement, d'échanges commerciaux. Alors, c'est vrai qu'il y a encore quelques éléments qui posent problème, notamment sur la répartition des fruits de la croissance au niveau national. Mais dans notre pays, la mondialisation, en tout cas, a été généralement positive. Merci. Alors, je vais un petit peu ouvrir le débat. Je propose que nous parlions maintenant des effets de la mondialisation et de la nécessité de combler l'écart entre les jeunes étudiants et les jeunes à vélo. Parlons du Conseil de la rupture que vous avez créé au Danemark. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est une expérience qui est intéressante pour d'autres pays? La principale idée derrière la création de ce Conseil de la rupture, c'est de faire participer tous les acteurs à la réflexion pour éviter les conclusions hâtives. Donc, si vous avez des représentants des syndicats, des organisations patronales, des entreprises, si vous avez toutes les idées qui sont mises sur la table, alors ceci permet de mieux préparer le terrain pour des bonnes réformes. Les bonnes réformes, ce sont les réformes libérales. Libéraliser le marché du travail, libéraliser les échanges. Ces pays qui s'enferment
et qui s'éloignent de la mondialisation, ce sont ces pays-là qui vont perdre. Vous nous avez dit que pour l'Inde, la mondialisation, c'était prometteur, c'était un phénomène riche de perspectives, que la mondialisation allait vous rendre plus riche. Si les États-Unis, Dieu nous en garde, choisissent d'adopter le protectionnisme, ce sont eux qui vont perdre, pas nous, pas les autres pays. Oui, est-ce que vous pourriez nous donner plus d'éléments spécifiques sur ce que fait le gouvernement indien pour parvenir à cette croissance inclusive, qui est une des solutions que l'on affiche souvent? Oui, alors, une partie de la solution, c'est d'assimiler les règles de la mondialisation dans vos propres politiques nationales. Comment régler les inquiétudes et les préoccupations d'une grande partie de la population qui a l'impression d'être tenue à l'écart des fruits de la mondialisation, ce qui entraîne ensuite un mécontentement et un refus de la mondialisation. Le modèle que nous aspirons à suivre, c'est de renforcer nos taux de croissance. Si la croissance est augmentée, si les revenus sont plus élevés, il faut s'assurer que les avantages qui découlent de cette croissance touchent les plus faibles et les plus vulnérables dans la société. Ces dernières années, nous avions un taux de croissance très élevé, mais nous avions en parallèle, surtout dans les villages indiens, une grande partie de la population qui vivait sous le seuil de pauvreté. C'est pourquoi des programmes spéciaux ont été élaborés à leur intention. Oui, mais est-ce que ça fonctionne en Inde? Oui, cela fonctionne. Par exemple, en 2018, nous garantirons l'électrification de tous les villages en Indien. 2019, nous nous assurerons que tous les villages ont accès à une route. Nous nous assurerons qu'un droit d'accès aux aliments subventionnés est offert à toutes les personnes qui ont le moins de ressources. Actuellement, nous avons une campagne immense sur le système d'assainissement dans les maisons, dans les villages et dans les villes. Nous avons également un programme d'inclusion financière qui a été lancé. Le secrétaire général même en a parlé. Près de 300 millions de personnes en ont bénéficié. On leur a donné accès au système bancaire. Nous avons également un système de subvention d'État avec un transfert en liquide directement sur les comptes en banque de ces personnes. Et donc, lorsque vous avez un meilleur partage des produits de la croissance, eh bien, tout le monde a l'impression de profiter, tout le monde a l'impression de s'enrichir. Alors, c'est encore insuffisant, il faut poursuivre cela pendant les 20 prochaines années pour permettre à tous de s'affranchir de la pauvreté. Mais je pense que ces politiques mélangées de la mondialisation et de l'intérêt national, je pense que c'est ça qui est le plus efficace. Oui, Madame Anderson, ce qui se passe dans votre pays, la coopération internationale, la collaboration internationale, quels sont les... Pardon, Monsieur le ministre Meirelles, quels sont les résultats sur le terrain? Alors, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est ouvrir des discussions avec plusieurs pays pour signer des accords commerciaux. Nous avons déclaré notre candidature d'adhésion à l'OCDE. Pour nous, c'est une étape sur cette voie. Nous libéralisons également notre marché du travail et nous prenons les mesures nécessaires afin d'avoir des marchés plus ouverts et afin de s'assurer que notre pays participe pleinement au système mondialisé. Une participation qui est favorable à notre pays. Et en parallèle, nous adoptons les politiques nécessaires pour protéger ceux qui risquent d'être laissés pour compte par le biais de programmes sociaux, salaire minimum, revenu minimum.
Nous avons cette volonté d'équilibrage entre la promotion du libre-échange des accords commerciaux et en même temps la nécessité d'adapter des politiques pour protéger notre marché intérieur et bien sûr protéger les travailleurs. Je reposerai plus tard la question des marchés émergents et du rôle de ces pays dans la nouvelle vague de la mondialisation. Madame Anderson, est-ce qu'en Suède, vous avez une entité semblable au Conseil de rupture? Est-ce que vous pensez que cette expérience pourrait s'avérer utile dans votre pays? Oui, je pense que c'est une idée tout à fait intéressante, mais je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que dans notre économie mondialisée, on ne peut pas protéger les emplois. Ce qu'on doit protéger, ce sont les travailleurs. Et c'est cela que nous devons faire afin de mieux redistribuer les fruits de la mondialisation. Afin que l'opinion accepte un marché du travail plus flexible, il faut tout de même avoir un sentiment de sécurité. Il faut avoir un marché du travail flexible qui fonctionne bien avec un filet de sécurité. Il faut être assuré d'avoir des facilités à retrouver du travail, à pouvoir recycler ses compétences, monter en gamme. Il faut avoir cette transition de l'ancien emploi vers le nouvel emploi et il faut également un climat des affaires propice à la création d'activités, à la création d'emplois. Alors, je pense que tout le monde est d'accord sur ces grands principes, mais pour financer tout cela, il faut aussi une fiscalité qui fonctionne bien, une fiscalité efficace pour accompagner ceux qui ont souffert de la mondialisation, qui sont laissés pour compte. Oui, je voulais également parler d'une autre mesure que nous avons prise au Danemark. Nous savons que les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, ce phénomène de rupture technologique va avoir un impact très lourd sur les emplois à l'avenir. C'est pourquoi nous avons décidé, nous avons tous les diplomates traditionnels, les ambassadeurs traditionnels, et nous avons également nommé notre ambassadeur nouvelle technologie. Pour nous, c'est une façon de tendre la main à ces nouvelles perspectives, à ce nouveau monde, parce que, bon, c'est bien pour le Danemark d'avoir des relations bilatérales avec la Grèce, la Suède et d'autres, mais aussi d'avoir des relations avec Google, Facebook, Twitter, ou tous les nouveaux acteurs qui créent de nouvelles perspectives d'emploi, y compris au Danemark. Les données qui sont accumulées en une année, je pense que c'est comparable à toutes les données qui ont été recueillies pendant toute l'histoire du monde jusqu'à ce moment-là. Donc, quand on réfléchit à tout cela, pour nous, la conséquence évidente, c'est qu'au lieu de construire des murs, d'empêcher le monde de rentrer chez soi, il faut s'ouvrir au monde. Et c'est pourquoi nous avons donc nommé cet ambassadeur aux technologies. Monsieur Chiobo, que pensez-vous de cet ambassadeur nouvelles technologies? Est-ce que tous les pays devraient avoir ce type d'ambassadeur? Parce que si un seul pays a cet ambassadeur nouvelles technologies, je pense que ça risque de mal fonctionner. Oui, il y a différentes façons de voir. En Australie, nous avons un programme pour l'innovation nationale et nous avons également, et là je réponds à votre question sur la solution, nous mettons également l'accent sur les filières scientifiques mathématiques. Historiquement, la main-d'œuvre australienne est très coûteuse. Historiquement, ça a toujours été une position très difficile pour nous. Et notre compétitivité a baissé dans les secteurs à fort besoin de main-d'œuvre. Mais comme on voit de plus en plus d'intelligence artificielle dans un grand nombre de secteurs économiques, eh bien, la main-d'œuvre coûteuse ne sera plus un obstacle, à condition que la main-d'œuvre soit formée et motivée. Eh bien, cela va en fait inverser la tendance. L'économiste en chef de l'OCDE a fait ce commentaire. Il faut que les
politiques nationales permettent de recycler les compétences, de renouveler ces compétences et ces qualifications. Il faut que les compétences globales de la population montent en gamme pour relever les défis de l'économie mondialisée. On ne peut pas revenir en arrière à l'époque d'il y a 20 ans et 30 ans. Si on promet ça, c'est trompeur. Oui, une enquête de la Fondation Bertelsmann sur laquelle je suis tombée a donné des résultats frappants. La crainte de la mondialisation, c'est la première raison qui pousse les électeurs européens dans les bras des partis populistes. C'est surtout vrai en Autriche et en France. Ici, la question que je vous pose à tous, c'est comment est-ce que les partis historiques doivent répondre à ces craintes? Comment regagner la confiance de ces électeurs qui ont peur? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de communication autour de cette peur? Eh bien, clairement, il y a un problème de communication, puisqu'il y a de plus en plus d'électeurs mécontents dans un grand nombre de pays. Donc, je pense qu'il y a un problème de communication, mais pas seulement. Le vrai problème, c'est le problème des politiques publiques. Il faut que les politiques publiques soient bonnes pour qu'elles garantissent la sécurité des individus dans un monde interconnecté où on change fréquemment d'emploi, où les enfants n'apprennent pas les bonnes compétences à l'école et ont ensuite du mal à trouver leur place sur le marché du travail. Donc il faut que les propositions politiques soient fiables, qu'elles soient solides pour s'assurer que tous les enfants dans toutes les écoles puissent acquérir les compétences nécessaires pour ensuite avoir leur place sur le marché du travail, pour que les parents eux-mêmes retrouvent confiance dans les perspectives d'avenir de leurs enfants, qu'ils dînent chez le Premier ministre ou qu'ils fassent du vélo à ses côtés. Je pense que ce qu'il faut, c'est garantir des meilleures perspectives d'avenir pour nous, pour nos enfants. Est-ce que tout le monde est d'accord avec cela? Parce que j'ai l'impression que la communication, c'est vraiment l'élément crucial et que c'est la communication qui pêche. Et c'est pour cela qu'il y a ces perturbations et ces inquiétudes. Oui, si chaque pays commence à comptabiliser les gagnants d'un côté et les perdants de l'autre, eh bien, vous risquez de vous retrouver avec plus de perdants que de gagnants. Mais si on regarde au niveau global, qu'apporte réellement l'investissement lorsque vous avez un transfert d'une économie à l'autre? Qu'est-ce qu'implique le mouvement de la technologie, la circulation des travailleurs qualifiés? Eh bien, ceci va doper l'économie. Ceci va apporter des dividendes aux pays qui fournit ces biens, ces technologies, ces services, et ceci va entraîner un cercle vertueux de l'investissement. Donc, perpétuer cette crainte de l'inconnu, cette peur parce qu'il y a un ou deux secteurs qui se retrouvent perdants, on ne peut pas afficher ces secteurs comme des symboles des effets globaux de la mondialisation. Oui, alors on parle beaucoup ces derniers temps des pays émergents qui doivent être moteurs de la mondialisation. On regarde, c'est vrai qu'il y a un déplacement du moteur vers les pays émergents qui sont désormais bien placés pour prendre le leadership. Est-ce que le Brésil, l'Inde, la Chine vont prendre les positions de leader alors que d'autres pays se retirent de la course? Oui, je pense que c'est une chance. Nous devons conjuguer notre volonté d'ouverture, d'exportation, à notre volonté de développer notre marché intérieur, avec l'échange de technologies, l'échange de capital, la circulation du capital. Nous devons renforcer les investissements pour faire croître notre propre marché intérieur. Et ça se produit déjà d'ailleurs. En d'autres termes, la mondialisation, ce n'est pas seulement l'échange international,
de biens et de services, c'est aussi les investissements en capital, c'est aussi le transfert de technologie. Tous les autres volets du libre-échange qui permettent de doper les revenus dans un pays. Ce n'est pas seulement unidirectionnel, vous n'avez pas seulement les pays émergents qui exportent vers les pays avancés. C'est un phénomène bien plus diversifié que cela et porteur de bien plus de promesses pour accroître le niveau de vie. Est-ce que vous êtes vraiment impressionnés les uns ou les autres par la défense de la mondialisation que présente la Chine et par les initiatives de la route de la soie, la nouvelle route de la soie? Ce n'est pas une question chargée. Il ne s'agit pas uniquement de la Chine. Quand on regarde les avantages de la mondialisation en Asie en général, on voit qu'on a connu une augmentation, une amélioration des niveaux de vie sans parallèle, sans précédent. On est passé maintenant de 1 milliard à 3 milliards de personnes dans la classe moyenne. Donc cette défense de la mondialisation, qu'elle vienne d'Inde, de Chine, et des progrès énormes réalisés en Corée du Sud, le Vietnam est maintenant très favorable à des réformes sur le marché intérieur. Voilà autant de déclarations qui reflètent les expériences positives. Donc cette expérience est de manière générale très positive puisque cela montre bien que les gens reconnaissent que nos économies doivent être intégrées. Si je parle devant des écoliers, quand on parle de mondialisation en termes très simples, je dis souvent que si l'on veut connaître la différence entre deux pays, un pays qui s'ouvre dans le monde et l'autre qui se ferme, il suffit de regarder la péninsule coréenne. C'est un peu simplifié, bien sûr, mais c'est bien de ça qu'il s'agit. Est-ce que le revenu universel, c'est un instrument possible? Vous avez dit qu'il fallait bien sûr compter sur les intérêts nationaux, mais est-ce que c'est un nouveau modèle de modélisation possible? Chaque pays va rechercher son intérêt national. Dans le cas de l'Australie, nous allons le faire. La Chine le fait également avec les nouvelles routes de la soie. C'est à chaque pays de déterminer ce qu'il souhaite faire. La clé de cette réussite, c'est la complémentarité avec les économies des pays voisins. Il existe des complémentarités en Australie dans le cadre de nos initiatives nationales. Il faudra faire en sorte que ces complémentarités soient fructueuses. Il faut aussi bien savoir de quoi on parle quand on parle de la peur de la mondialisation. Quand on parle de migration, si on ne tient pas compte des questions de migration, il n'y a aucune crainte de la mondialisation au Danemark. C'est vrai en France, c'est vrai aux Pays-Bas. Et il faut bien se rendre compte que Mme Le Pen n'a pas gagné en France, c'est M. Macron qui a été élu. Les partis extrémistes l'ont perdu également aux Pays-Bas. Donc, les choses ne sont pas si simples. Donc, on n'a pas peur du libre-échange, on n'a pas peur vraiment de... Il s'agit plutôt de crainte par rapport aux travailleurs d'Europe centrale qui viennent prendre des emplois en Europe occidentale ou des migrants. On a plutôt
si on ne tient pas compte de la mondialisation, plutôt à embrasser la mondialisation. Il faut bien comprendre quelles sont les vraies causes de ce rejet de la mondialisation. Je voudrais savoir ce que vous pensez de ce qui a été dit à propos de la Chine, de la nouvelle route de la soie. Quelle est la position de l'Inde? Il y a deux questions différentes. L'attitude des pays émergents par rapport à la mondialisation. Eh bien, les pays émergents souffraient d'un déficit d'infrastructures énorme depuis très longtemps. Et nous avons l'occasion de rattraper ce retard. Et donc, c'est une porte ouverte à l'investissement à long terme. Certains pays sont devenus des plateformes pour l'industrie manufacturière ou pour les services. Chaque pays développe son propre potentiel. Donc, plutôt qu'il y ait des investissements dans un seul sens, il est maintenant possible d'investir partout dans le monde. Ce sont des économies qui se développent beaucoup plus rapidement que les autres en raison de tous ces facteurs. La contribution de ces pays dans l'intégration du monde sera très grande dans les années qui viennent. Alors, quelle est notre position par rapport à une nouvelle route de la soie? Nous avons exprimé certaines réserves très importantes. En effet, nous avons quelques différends qui expliquent ces réserves. Cette initiative, en tant que modèle qui pourrait être utile à l'avenir, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a la question de la connectivité pourrait être traitée de manière tout à fait séparée. Mais cette initiative particulière pose quelques contraintes. Je voudrais intégrer d'autres participants à notre discussion. Je sais que nous avons très peu de temps et beaucoup trop de sujets à développer. Nous allons entendre les représentants des syndicats et des entreprises, mais auparavant, je voudrais citer un commentaire du PDG de Hasbro aux États-Unis. J'aimerais savoir ce que vous en pensez à propos du sentiment des entreprises, des milieux d'affaires. Le directeur général d'Hasbro nous dit que les sociétés américaines ne connaissent plus les règles du jeu. Est-ce que on est en bon terme avec le Mexique, avec la Chine, avec le Canada, avec la Russie? On ne sait plus où l'on en est. Et donc le contexte est celui d'une grande confusion pour les entreprises. Mais ça ne concerne pas uniquement les entreprises américaines, c'est vrai également partout ailleurs, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Il est évident que les milieux d'affaires sont toujours favorables à une stabilité de la politique. Et donc, en cas de rupture, de perturbation, cela crée beaucoup d'incertitudes. Et les entreprises, pas seulement les entreprises américaines, partout dans le monde, c'est quelque chose qui peut inquiéter les milieux d'affaires. Oui, il y a deux sujets différents, en fait. Pour les sociétés américaines, ou les sociétés d'autres pays, la mondialisation et les accords bilatéraux, les investissements bilatéraux vont dans le bon sens. Ça offre des opportunités aux entreprises les plus modernes, celles qui sont prêtes à se lancer dans la mondialisation. Mais il y a un autre sujet qui est celui de la position et de la politique de l'administration actuelle des États-Unis. Et donc, il y a un problème spécifique qui se pose aux entreprises américaines et qui sont dues aux orientations politiques de l'administration américaine. Donc, il est évident qu'on se pose des questions. Mais il s'agit plutôt, en l'occurrence, de certaines politiques particulières des États-Unis. De manière générale,
les entreprises ont de nouvelles possibilités de croissance et doivent également se préparer à cette évolution, sous faute de quoi elles risquent d'être restées au bord du chemin. J'allais dire à peu près la même chose. Les entreprises ont besoin de sécurité juridique, mais nous savons par ailleurs que le monde est par nature marqué par l'insécurité. Les pays sont favorables à la libéralisation, à l'ouverture au libre-échange, doivent continuer dans le même sens, même si certains pays reviennent en arrière. Nous devons nous en tenir nos engagements dans toute la mesure du possible. Les entreprises américaines, quant à elles, doivent également se préparer à certaines perspectives. Nombreuses sont celles qui ont beaucoup profité de la mondialisation. Mais en revanche, leurs salariés n'ont pas été les gagnants autant de la mondialisation. C'est peut-être une des raisons qui explique pourquoi ces personnes ne sont pas aussi enthousiastes en ce qui concerne la mondialisation. Merci. Je voudrais d'abord donner la parole à M. Phil O'Reilly du BIAC qui fera quelques remarques, après quoi nous donnons la parole à M. Richard Trumka du TRAC. Oui, je voudrais pour commencer revenir sur les perspectives économiques présentées par Catherine Mann. Ça va mieux, mais ça va pas assez loin. Nous sommes d'accord avec cette perspective. Nous venons de publier hier l'enquête sur l'environnement des affaires et cet environnement s'améliore. L'amélioration n'est pas encore très spectaculaire. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Et la moitié des personnes interrogées estiment que les environnements des affaires est bon, mais plus de 60% ne voient pas d'amélioration pour l'investissement privé. Quelque chose qui a été signalé également par Catherine Mann, par son équipe. Alors, on demande pourquoi. Eh bien, ils répondent, c'est l'incertitude politique. C'est ce que disaient nos amis de Hasbro. Donc, incertitude sur le plan des politiques également. Donc, il n'y a pas qu'un seul pays qui soit concerné. Entre octobre 2015 et mai 2016, il y a eu plus de 145 nouvelles mesures de restriction des échanges qui ont été appliquées dans les économies du G20 seulement. Et ce, malgré les beaux discours des dirigeants du G20 qui disaient qu'il fallait mettre un terme au protectionnisme. Donc, on réagit à l'incertitude politique, on réagit également à l'incertitude des politiques et de la réglementation des pays. Et chaque pays peut agir dans ce sens. Qu'est-ce qu'il faut faire donc? Il faut bien sûr protéger l'ouverture et la compétitivité. Et du point de vue des entreprises, il s'agit surtout de renforcer le potentiel de croissance de nos économies, parce que c'est essentiel pour pouvoir partager les bénéfices de la mondialisation. Vous avez entendu les ministres, mais au bout du compte, la croissance inclusive, c'est une expression qui inclut le mot croissance. Il ne faut pas oublier cet élément essentiel de l'équation. Il faut également promouvoir la participation des gens. Comme l'a dit le Premier ministre, au bout du compte, les sociétés ne peuvent être en faveur de l'ouverture que dans la mesure où elles sont accompagnées par des politiques appropriées pour préparer les populations au changement, pour préparer à une meilleure résilience, à améliorer leurs compétences et leurs qualifications. On a beaucoup parlé de ce qu'a dit le Premier ministre, M. Rasmussen, et ce qu'il a dit à propos de ces jeunes qu'il a rencontrés. C'est très important. Nous avons besoin de ces compétences. Les entreprises ont besoin de sociétés harmonieuses. On a parlé également des risques de perte d'emploi dans les emplois à qualification moyenne. On a également parlé des disciplines scientifiques et mathématiques. Il faut s'adapter aux nouvelles formes de travail. C'est une difficulté pour certains pays qui continuent à fonder la protection sociale sur l'emploi. C'est quelque chose qui devrait être mis en cause. Il s'agit aussi de la participation non seulement des gens, mais des entrepreneurs et des petites et moyennes entreprises. Le secrétaire général ce matin nous a dit que les petites entreprises, notamment les jeunes entreprises,
sont les moteurs de la croissance et de l'emploi. Et donc la concurrence sur le plan national sera très importante pour pouvoir permettre le développement de ces petites entreprises. Je termine sur deux mots. Un mot qui a été employé par Catherine Mann, le mot intégration. Une des raisons pour laquelle la mondialisation est mal vue, c'est que on est isolé de la protection sociale. Et quand quelque chose, quand il faut accuser quelque chose, on s'attaque toujours au commerce et l'ouverture, le libre-échange. C'est exactement ce que disait Catherine Mann dans son rapport. Et je termine sur un dernier mot, le mot optimisme. Ce qui est frappant en écoutant les ministres, c'est cet optimisme. Effectivement, la mondialisation pose quelques problèmes. Et il faut combler l'écart entre les riches et les pauvres. Mais il faut se faire dans un esprit d'optimisme. La mondialisation, ça marche. Ça rend les peuples et les communautés plus riches et ça permet à chacun d'avoir de meilleurs emplois à l'avenir. Merci. On the stage. Can I invite Richard Trumka? Merci. Je voudrais maintenant donner la parole à Richard Trumka, qui va présenter les perspectives du monde syndical. Merci, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs. Je voudrais, pour commencer, féliciter l'équipe de la CDE pour les perspectives économiques 2017 et pour le document qui fait le point de la mondialisation pour la ministérielle. Ces documents présentent vraiment la nature du problème. C'est le cercle vicieux de la croissance faible. La mondialisation a entraîné une montée des inégalités et la cause de cette augmentation des inégalités, c'est la baisse de la part du travail et les salaires qui n'ont pas été augmentés au même rythme que la productivité. C'est le fait que la mondialisation a été gérée de telle manière que les travailleurs se sont trouvés opposés les uns aux autres. Il y a également une baisse du taux de syndicalisation des travailleurs et des négociations collectives. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'OCDE dans les perspectives, dans ces documents. Donc, le problème, c'est qu'il faut maintenant s'attaquer aux causes fondamentales de ce piège, cette trappe à une faible croissance. Il faut arrêter de marginaliser ou de considérer les causes de cette faible croissance sont des phénomènes auxquels il est impossible de remédier. Il faut faire en sorte que les recommandations de l'OCDE soient alignées sur les analyses économiques. Ce que je crains, c'est que on soit encore en retard dans les analyses. Les perspectives économiques, c'est l'OCDE d'aujourd'hui qui s'attaque au problème de la stagnation des salaires. Nous sommes très reconnaissants à l'OCDE de ces analyses. Quand on considère maintenant les recommandations pays par pays du rapport Objectif Croissance, on est encore l'OCDE d'hier, réduire les salaires minimums, affaiblir l'assurance chômage. Et précisément, ce sont les politiques qui sont à la racine, qui sont la cause des crises économiques et politiques auxquelles nous sommes aujourd'hui confrontés. Cette schizophrénie, cette opposition entre l'OCDE d'aujourd'hui, les analyses d'aujourd'hui et d'hier, c'est quelque chose qui doit s'arrêter. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à une crise non seulement du projet de la mondialisation, mais messieurs et mesdames les ministres, nous sommes également face à une crise de la démocratie sans précédent depuis les années 30. Il faut retrouver le contrôle. De la rue commence à penser que la démocratie, c'est devenu synonyme d'inégalité, de pauvreté et de montée des insécurités économiques. Aux États-Unis, dans une étude récente de l'Université d'Harvard, on montre que seuls 30%
de ceux qui sont nés après 1980 pensent que la démocratie, c'est bon pour la société. 30% seulement. Et 24% pensent que c'est mauvais pour la société. C'est la raison pour laquelle nous devons faire en sorte que le débat politique ne soit pas limité entre un débat entre les néolibéraux et les autoritaires. Nous devons avoir une vision économique humaniste et une vision politique humaniste. Ça passe par la nécessité de faire en sorte que les travailleurs retrouvent leur voix dans la politique et dans l'entreprise. Si on se limite à un débat entre Nissan et Uber, les travailleurs ordinaires seront laissés de côté. Il faut commencer par arrêter d'utiliser les excuses et les recommandations de politique qui ont pour résultat de nuire aux fondations mêmes de la démocratie, fondations économiques de la démocratie. Il faut arrêter de faire référence aux méga-forces qui représentent la technologie et la mondialisation, et il faut prendre au sérieux le fait que les responsables politiques sont responsables de la manière dont ces grandes forces mondiales doivent être maîtrisées, mobilisées pour le bien public. Il faut arrêter de marginaliser le problème alors que les problèmes régionaux sont importants, mais la stagnation des salaires est un problème mondial qui est vraiment au cœur du problème. Et ça ne sert à rien de parler de la nécessité d'indemniser les perdants alors que la majorité des travailleurs dans les pays de l'OCDE sont précisément les perdants. Il faut arrêter ce deux poids, deux mesures où on parle de la communauté des employeurs, la communauté des investisseurs, mais là, quand on parle de solutions pour les travailleurs, on parle d'eux comme individus isolés. Dans un monde extrêmement riche, on ne peut pas se permettre d'avoir une situation dans laquelle les travailleurs les plus pauvres souffrent d'un manque de dignité. Il faut se garder des mots codes comme réforme structurelle et prendre au sérieux la protection de la démocratie en construisant la solidarité sociale. L'OCDE doit s'attacher à la construction d'une institution démocratique donnant une voix démocratique à tous. Et je vous en conjure, il faut comprendre que si l'on ne s'attaque pas à la stagnation des salaires et au statut des travailleurs dans l'économie mondiale, la conséquence, ce n'est pas simplement que ce sera toujours les mêmes élites qui seront à la barre, mais il y aura une montée des fausses promesses du totalitarisme qui mettront en cause, qui seront la menace même de l'idéal démocratique. Merci. Il nous reste quelques minutes. Avant d'aller déjeuner, j'aimerais donner le droit de réponse à tous les ministres ici présents, ou du moins le droit de réagir à ce qui a été dit à propos de la menace de la démocratie, qui vient d'être évoquée, ou l'approche plus intégrée par rapport aux échanges commerciaux. Est-ce que vous avez l'un ou l'autre quelque chose à dire pour répondre à ce qui vient d'être dit? Well, just one short mention, because I think we all do agree that Une petite réaction, parce que je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'en effet, il faut jeter les ponts et il faut veiller à ce que tout le monde fasse partie de l'équipe gagnante. Mais je crois que ce dont on s'est rendu compte il y a tout juste une demi-heure, c'est que on est à un moment où même parmi les riches, on se rend compte que ces nantis, les 10% les plus riches, eh bien, lorsque ces gens-là commencent à perdre, eh bien,
les gens qui sont dans les classes intermédiaires et les gens qui sont en bas perdent aussi, souffrent aussi. Donc il faut bien s'en rendre compte. Et donc il y a une corrélation, si vous voulez. Et je reste convaincu, pour ma part, qu'il serait très dangereux d'oublier qu'on a quand même sorti beaucoup de gens de la pauvreté qui font maintenant partie des classes moyennes, et ce depuis au cours des 25 dernières années. Et j'écoutais un professeur récemment qui nous disait que le problème pour les pauvres, ça n'est pas la mondialisation, c'est de ne pas faire partie de la mondialisation. Oui, et puis ensuite le ministre Vélez pourra prendre la parole. Oui, je crois que ce que vous dites est tout à fait exact. La mondialisation reste quelque chose de formidable pour le monde entier, mais il ne faut pas oublier quand même que pour tout un pan de la population, y compris de l'OCDE, dans les pays de l'OCDE, on n'a pas vu d'augmentation de revenus. D'où cette question qui se pose par rapport à l'augmentation des revenus. Et il faut que les sociétés, y compris les sociétés américaines, partagent cette prospérité, et tous ces gains de la mondialisation, tous ces fruits de la mondialisation doivent être partagés. Et en effet, c'est vrai qu'il y a cette nouvelle donne mondiale entre le capital et les travailleurs, avec une coopération qui est nécessaire au niveau des différents pays, entre les syndicats, entre les entrepreneurs, les employeurs. Et je crois qu'il est dans l'intérêt de tout un chacun de veiller à ce que l'on protège cette croissance. C'est dans l'intérêt de l'industrie et des travailleurs. Je crois que c'est ensemble que nous pourrons le faire, et je crois que ça doit être une vraie initiative. C'est-à-dire qu'il faut promouvoir des bonnes conditions de travail dans tous les pays de l'OCDE, mais également dans le monde en développement, pour que ceux qui souffrent et que ceux qui voient leurs emplois disparaître puissent rebondir. Et ça me semble être une question particulièrement importante. Oui, je crois que il est désormais très clair qu'il y a un certain nombre de politiques qui ont été appliquées dans le passé et qui visaient à protéger les employés, les travailleurs, à améliorer les droits sociaux. Et puis, au bout du compte, on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas. C'est-à-dire que on s'est rendu compte que ça entravait la souplesse du marché du travail, et donc que cela empêchait ou nuisait à la création d'emplois. Cela étant dit, il convient de moderniser, de gagner en souplesse, c'est vrai, mais il y a quand même un certain nombre de mesures de protection qui sont importantes pour ceux qui sont laissés au bord de la route et qui ne créent pas de problème ou d'inefficacité sur le marché. Et nous sommes donc arrivés à un moment où il faut avoir des politiques qui soient alignées pour la mondialisation, tout en veillant à gagner en productivité, en efficacité sur les marchés et dans les économies en général. Mais il faut également tenir compte des filets de sécurité qui doivent être mis en place pour les plus démunis, ce que l'on aurait pu oublier, pour que ces gens-là aient également la possibilité de monter en compétences et de participer donc à ce marché du travail devenu plus souple. Oui, je crois que les choses sont claires. Donc, il nous faut plus d'emplois, il faut une croissance inclusive, il faut davantage de justice sociale, et je crois que à cet égard, ce qui est au cœur de tout cela, c'est la croissance. Et donc les politiques que l'on adopte doivent permettre d'avoir une croissance pérenne. Et dès lors que c'est le cas, à l'évidence, c'est ce que l'on disait, on va pouvoir, et justement, on est en train d'avancer dans cette direction. Et ça reste l'objectif. Sinon, il y aura toujours des gens qui continueront de souffrir. Merci. Écoutez, tout dépend de votre point de vue. Si vous êtes un internationaliste et si vous êtes dans un mouvement de syndicats, eh bien, vous allez évidemment défendre la mondialisation. Parce que la mondialisation a quand même permis de sortir des millions de gens de la pauvreté et leur permet de gagner plus.
Ça, c'est un fait. Maintenant, si vous êtes nationaliste et si vous êtes dans une économie développée et que vous représentez un syndicat dans une économie développée, dans une ère post-industrielle où maintenant on a de nouvelles technologies avec la numérisation, etc., la difficulté va être la suivante. En fait, on a tendance à dire que c'est la dignité des travailleurs qui est en jeu. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a des centaines de millions de gens qui ont été sortis de cette pauvreté grâce à la mondialisation. Pour autant, dans les économies développées, l'arbitrage qu'il convient de faire, et c'est vraiment la difficulté politique pour chacun d'entre nous, c'est de faire en sorte qu'avec l'automatisation, l'intelligence artificielle, etc., et le numérique, eh bien, que les entreprises doivent se poser la question d'affecter leurs ressources à l'humain ou aux robots, aux machines. Et ça, c'est un choix cornélien, parce qu'au fur et à mesure qu'on a ces technologies qui continuent d'augmenter et avec un travail qui baisse, eh bien là, je crois que les choses vont se compliquer. Je crois donc qu'il faut parler de manière réaliste de l'orientation que l'on veut prendre, et je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte que c'est uniquement grâce à la montée en compétences, grâce à l'acquisition de nouvelles compétences que l'on pourra avoir un avenir plus serein et plus fort pour toutes les personnes concernées. C'est moi qui ai lancé la discussion, mais fort de tout ce qui a été dit, il va falloir que je conclue. Je crois que c'est le responsable de la Banque mondiale qui avait demandé d'avoir une conversation intelligente et calme sur le partage des fruits de la mondialisation. C'est le fait qu'il fallait avoir une approche terre à terre, plus simple, humble, écouter et à entendre ce qui a été dit aujourd'hui. Je crois que cette conversation est possible et je crois que l'optimisme ambiant, comme Richard l'a dit, fait que tout cela est possible et envisageable. Donc merci aux différents ministres d'avoir bien voulu partager leurs réflexions avec nous aujourd'hui en tout cas. Merci.